Imaginez un DIRCOM qui, en plus de ses fonctions de directeur de la communication externe, a bien d'autres casquettes, comme par exemple s'occuper de 2 titres majeurs internationaux en France, et qui, en véritable homme de mots, adore écrire sur sa passion et gère bien évidemment des crises, tant que faire se peut. Eh bien cet homme, vous le connaissez déjà, c'est Frédéric Valois, directeur de la communication externe de Prisma Media. Je vous rassure, Fred ne va pas vous expliquer comment écrire un discours pour un VIP, qu'il soit politique ou un grand patron. Ça, vous le savez déjà, j'ai mis dans la métadescription le lien vers cet épisode-là. Non, en fait, aujourd'hui, Fred va vous parler de son quotidien de DIRCOM chez Prisma Media, mais aussi de dirigeant de 2 magnifiques revues que sont le Harvard Business Review et le National Geographic, et ce, dans notre beau pays qu'est l'Hexagone. Fred va également vous parler de communication de crise, de sa manière de travailler avec des journalistes, lui qui aime écrire, qui travaille dans un groupe média. Il va vous parler de la relation avec nos amis du marketing, mais, cerise sur le gâteau, il viendra vous parler de sa grande passion en fin d'épisode. Dès lors, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter ce magnifique épisode avec Frédéric. Et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Je vous souhaite une excellente écoute. Et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple, sur Spotify et de vous abonner au décodeur de la com. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Frédéric. Salut Laurent. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Eh bien ça va bien, alors on se revoit pour parler de toi. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, si vous n'avez pas suivi un premier épisode avec Fred, eh bien sachez que nous avons parlé de son ancienne vie. Là, nous allons parler de la vie chez Prisma Media, où monsieur est directeur de la communication, un respect total, et vous verrez, ce n'est pas un DIRCOM comme les autres, mais Fred va nous en parler. Mais dans la première partie, on parlait d'écriture, tu as écrit beaucoup de speech, j'allais dire de discours pour des politiques, pour des grands patrons. Félicitations à toi. Là, peux-tu, s'il te plaît, nous présenter en tant que directeur communication de Prisma Media, nous présenter cette très très belle maison parce qu'on connaît les marques comme Femme Actuelle. Oui, Capital, Géo, National Geographic, Harvard Business Review, Harper's Bazaar, Milk, bon j'en passe, je vais pas faire, il y en a presque une quarantaine aujourd'hui, donc ça nous prendra un peu de temps de dégrainer toutes les marques. Et Prisma Media, c'est le plus grand éditeur en France, que je ne savais pas. Absolument, premier groupe de presse magazine en France. Et quand je dis presse magazine, je ne pense pas uniquement au papier, au print, c'est aussi du bimédia, ce qu'on appelle, c'est-à-dire aussi du digital, du social, de la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle plutôt de marque média que de magazine à proprement parler. Le magazine étant qu'un support parmi d'autres du média aujourd'hui. Voilà. Alors, vous avez bien compris que nous sommes en 2024, le 30 septembre 2024, et c'est intéressant ce que tu nous dis de la Fred, parce qu'il n'y a pas que le papier. Alors c'est vrai que le papier est là depuis des siècles, que c'est toujours, allez on va bien se l'avouer, toi qui adore écrire, toi qui adore les livres, et là nous sommes au bureau de Fred, sachez-le, si vous aviez une caméra, eh bien si nous avions une caméra, pardon, il y aurait énormément de livres. Alors il y a beaucoup de Tolstoï, Solzhenitsyn, et tous les classiques bien évidemment. Des livres, mais aussi des magazines, évidemment. Évidemment, et on ne parlera pas de Playboy, excuse-moi. Non, je plaisante évidemment, mais sincèrement, le bureau de Fred, il y a de la presse partout, il y a des magazines partout, dont évidemment CB News, et puis il y a aussi des choses de chez toi, comme le HBR, Harvard Business Review, mais on va parler de ta spécificité de DIRCOM. Mais peux-tu simplement nous dire aujourd'hui combien de personnes tu diriges ? Parce que tu es DIRCOM de ce magnifique ensemble qui est Prisma Media. Je ne sais pas très honnêtement en quoi cela consiste. Alors tu vas me dire peut-être de manière très classique et puis tu vas nous égrener un petit peu les différentes personnes qu'il y a dans ton équipe, mais en quoi ça consiste très concrètement, surtout quand on est avec des journalistes au quotidien ? Et là on se dit mais qu'est-ce qu'il fait ce bon Fred ? Et qu'est-ce que tu fais, Frédéric, au quotidien, s'il te plaît ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Écoute, je partage mon temps en réalité sur 3 casquettes différentes. Donc une casquette de DIRCOM externe pour le groupe Prisma Media qu'on vient juste de présenter. Et je suis aussi directeur de l'édition française de National Geographic et directeur de l'édition française de Harvard Business Review, ce qui fait donc
3 jobs que j'essaie de compacter dans les semaines qui passent et qui passent vite. Peut-être d'abord sur le rôle de DIRCOM, puisque c'est une bonne question que tu poses en réalité, et qui pose une question d'ailleurs plus large. Est-ce que les entreprises de médias ont besoin de DIRCOM ? Pour être une question qu'on pourrait se poser, puisque c'est une question qu'on ne se pose pas d'ailleurs pour tout un tas de secteurs, mais on pourrait penser que les médias vivent d'eux-mêmes et n'ont pas besoin finalement d'être valorisés ou promus. Je pense pas du tout ça. Je pense qu'effectivement, les entreprises de médias sont des entreprises comme d'autres, qui sont dans un univers concurrentiel important, qui d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui, les consommations des Français, mais pas que des Français, se divisent entre plein d'arbitrages différents. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lit un magazine ? Est-ce qu'on regarde une série ? Est-ce qu'on joue à Candy Crush ? La question se pose. Et donc, je pense qu'on est aussi, la presse magazine en particulier, est dans une situation aujourd'hui où elle a besoin de continuer à séduire. Il faut consolider les lecteurs qu'on a, il faut aller en séduire de nouveaux si possible, même si c'est difficile aujourd'hui d'amener les jeunes générations au kiosque ou en kiosque. Et donc, je pense que, en tout cas, classiquement, un rôle de DIRCOM externe, c'est de promouvoir la marque Prisma Media aujourd'hui. Voilà. Alors merci d'avoir brossé vraiment le panorama des marques médias comme la tienne. Alors toi tu es dans la plus grande, mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile, que ce soit bien clair, chers auditrices et auditeurs, parce qu'il y a encore plus de pression. Quoique la pression, tu l'as déjà eu dans tes anciens métiers à écrire pour des politiques. Je le rappelle, vous irez écouter la première partie de l'épisode avec Fred. C'est absolument passionnant et je me suis encore demandé en le montant comment tu avais réussi à survivre à 2 années dans la politique. Vous irez voir et vous irez surtout écouter. Mais c'est bien d'avoir brossé le panorama des médias aujourd'hui parce que tu l'as dit très justement, le contexte d'inflation, même s'il est en train de stagner un petit peu, ou de monter moins vite, ce que je trouve absolument incroyable. Si en plus tu t'aperçois que nous sommes dans un monde qui est quand même un petit peu complexe, politiquement ça n'est pas simple dans notre métier, mais on ne va pas parler de ça, il y a des arbitrages qu'on fait, et on va peut-être pas acheter le dernier magazine de tel ou tel magazine, justement le dernier numéro qu'on suit, ou que l'on feuillette absolument partout. Donc c'est d'autant plus intéressant, et tu parles de nos jeunes. Et oui, les jeunes, moi je pense à Mortel Adèle, parce que c'est chez toi aussi. C'est chez Prisma Media, effectivement, en collaboration avec la maison d'édition Mr. Tan & Co, puisqu'à la base, Mortel Adèle, c'est une BD, et une BD à succès. C'est aujourd'hui même un hit sur le marché français. Et donc, l'année dernière, il a été décidé de décliner cette marque extraordinaire en magazine, qui est aujourd'hui un magazine qui parle surtout aux 8-12 ans, aussi bien des garçons que des filles. Et donc voilà, moi je suis pas vraiment dans la cible, mais j'ai quelques neveux dans la famille qui lisent Mortel Adèle régulièrement. Et donc voilà, si vous ne connaissez pas, si vous êtes passé à travers ce phénomène, allez voir pour vous ou pour vos enfants, parce que c'est un personnage extraordinaire, très très impertinent. Voilà. Et donc, c'est un véritable succès en kiosque. Voilà. Mais tant mieux, et félicitations d'y avoir pensé, parce que Mortel Adèle, je l'ai lu évidemment beaucoup à ma fille lorsqu'elle était relativement petite, quand elle ne savait pas trop lire. Elle adore encore, elle a 12 ans et demi. Tu sais, ça compte les demi à cet âge-là, tu le sais bien. Donc elle a 12 ans et demi, elle est en 5e, et elle lit encore Mortel Adèle, mais je vais quand même courir lui acheter le magazine, voire même l'abonner, comme ça lui fera une lecture un peu intelligente, et ça nous changera de TikTok et des danses débiles. Bon. J'ai rien dit, évidemment, je couperai ça, peut-être pas au montage, mais une chose est certaine, c'est que c'est loin d'être évident. Aujourd'hui, ton quotidien, il est partagé entre diriger la communication externe de Prisma Media. Oui. Tu as ces 2 marques, alors pas n'importe quelle marque, HBR, Harvard Business Review, National Geographic, qui est peut-être un petit peu plus connu sous nos contrées, mais ce sont 2 magnifiques marques. Oui. Alors je sais que tu as eu l'habitude de travailler sous pression, confère la politique, et quand tu écrivais des discours pour les grands patrons de Vivendi. Mais sincèrement, Fred, comment tu fais pour réussir à survivre à ces 3 marques qui sont gigantesques? C'est un boulot qui est assez rare, parce que finalement, il y a peu de DIRCOM qui ont des marques à gérer eux-mêmes. Oui. Toi qui adores écrire, tu fréquentes au quotidien des journalistes. C'est pas un peu kafkaïen au quotidien, parce que il y a que 24 heures dans une journée. Oui, mais on s'en sort. On s'en sort très bien, surtout pour de si belles aventures, j'ai envie de dire. Tu le disais, Harvard Business Review, ça a 100 ans d'existence.
National Geographic, ça a 135 ans d'existence. Donc, ce sont deux marques absolument incroyables de la presse magazine. C'est des marques qui ont été déclinées sur le marché français il y a quelques années. Alors, ça fait 10 ans pour HBR et ça fait, on fête nos 25 ans de National Geographic France. Ce mois-ci, j'allais presque même dire ce jour-ci, puisque la première édition de National Geographic France était le 1er octobre 1999. Donc, ce sont deux marques absolument extraordinaires. Tu le disais, c'est assez peu banal en réalité, effectivement, d'avoir un DIRCOM qui peut avoir aussi des fonctions plus opérationnelles, j'allais dire, là, et en fortiori, avec des journalistes, puisqu'on connaît les relations parfois un peu contrariées entre les communicants et les journalistes qui s'apprécient sans s'apprécier, qui doivent travailler ensemble parce qu'il le faut. Et moi, je dois dire que ça se passe très bien. J'ai 2 équipes sur chacune de ces marques qui sont extraordinaires, qui connaissent parfaitement l'ADN des revues. Et c'est un univers dans lequel je me sens bien parce que c'est l'univers des mots, finalement. Et donc, on reste sur ce qu'on se disait la dernière fois, à savoir que on est dans un environnement où il faut aimer écrire. Moi, j'aime encore le magazine papier. Je sais que, voilà, aujourd'hui, ça existe aussi sur d'autres supports. Mais la réalité, c'est que finalement, on s'accommode assez bien. C'est 2 jobs assez différents, même si finalement, sur les 2 magazines, moi, mon rôle, c'est plutôt de promouvoir la marque, ces 2 marques. Donc, en fait, en réalité, j'ai plutôt un travail de communicant sur ces 2 marques. Moins que de journalistes. J'ai 2 équipes qui font ça très bien. Moi, mon rôle, c'est finalement de porter la marque, la version française de ces marques sur le marché français. Voilà. Et donc, il y a une certaine forme de passerelle entre ma fonction de DIRCOM de Prisma Media externe et puis ce rôle de promotion des marques sur le marché français. Alors justement, c'est quelle passerelle? Parce que je comprends mieux, tu n'es pas le rédac-chef de ces 2 marques. Soyons bien clairs, donc il n'y a aucune volonté de phagocyter quoi que ce soit auprès des 2 rédacteurs en chef ou rédactrices en chef. Mais quelles sont les passerelles justement entre la communication de la maison, donc une communication corporate de Prisma Media, et puis cette communication, on va dire les choses très clairement, très produit. C'est B2B d'un côté, B2C de l'autre. C'est absolument génial parce que, encore une fois, c'est extrêmement rare. Parce qu'en général, c'est plutôt un directeur marketing qui va faire la communication très B2C, surtout quand on a des produits, entre guillemets, de grande conso. Toi, tu es B2B, B2C. T'as un cerveau gauche, un cerveau droit. Il y a de quoi devenir un peu bigleux avec un œil qui part dans chaque sens. Je trouve ça sensationnel. Tu dois être un des très très rares en France à avoir cette double, voire triple casquette. Mais cette double casquette B2B, B2C, et puis c'est pas n'importe quoi non plus. C'est sensationnel. C'est quoi les passerelles? Non, la passerelle, elle est surtout dans la complémentarité dont tu viens de parler. C'est-à-dire que effectivement, sur Prisma Media, on est plutôt sur une communication grand public. Alors c'est pas tellement d'ailleurs, c'est Prisma Media effectivement en tant que groupe, mais c'est aussi toutes les marques qu'elle abrite. Qu'est-ce qu'il y a derrière Prisma Media? Et c'est vrai que parfois c'est une question qu'on se pose. C'est d'ailleurs la difficulté qu'on a traditionnellement avec les marques mères. C'est-à-dire quelle est la réalité derrière. Mais évidemment, moi, mon objectif, c'est de faire connaître Prisma Media, les 40 marques qui vivent derrière cette marque ombrelle, et voilà, et de montrer la dynamique qu'il y a derrière, de lancement, d'acquisition, parce que c'est un groupe qui bouge beaucoup, qui anime le marché. Et effectivement, tu as raison, sur Harvard Business Review et National Geographic, on est effectivement sur une com plus produit. J'allais dire pas que B2B. B2B, oui, en partie, surtout sur Harvard Business Review, puisque évidemment, notre cœur de cible, ce sont les entreprises et les dirigeants, mais aussi grand public d'une certaine manière, parce que c'est aussi des lecteurs qu'on essaie d'apporter à nous, évidemment, d'essayer de mener à nous. Donc, oui, j'allais dire, c'est un peu entre les deux. Mais en tout cas, ça permet de passer de l'un à l'autre. On reste dans l'univers de la communication. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'entendais par le mot passerelle. Pour revenir sur la question du rythme et comment on gère tout ça, il y a une difficulté, me semble-t-il. Et je pense que tous les communicants qui écoutent ton podcast le savent très bien parce qu'ils le vivent en permanence. C'est que l'activité de magazine, elle s'anticipe assez bien parce que on sait quand est-ce qu'il faut boucler, on sait quand est-ce qu'il faut rendre le produit, etc., etc. On a un planning de sortie, de publication. La communication, on sait très bien, toi et moi, que c'est un peu la folle du logis. C'est un peu celle qui débarque sans prévenir, même si évidemment on a un plan de communication, on a des dates, des échéances à respecter, mais et j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui fait un peu le sel du métier. C'est que parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Et donc, il faut savoir anticiper, réagir, et ça doit se faire très rapidement. Donc, en réalité, mon agenda est surtout dicté en termes de tempo par la communication.
Voilà. Je pense que ça, c'est parce qu'on est dans l'urgence. Vous rappelez pas un journaliste qui vous a appelé 3 jours après. Vous le rappelez dans la journée. Vous essayez de vous organiser au plus vite pour lui répondre. Quand vous avez une crise, peut-être qu'on y reviendra aussi sur cette notion de crise, mais quand vous avez une crise à gérer, évidemment, vous n'attendez pas. Donc, c'est un peu la petite difficulté, c'est que c'est la communication qui donne le tempo, en réalité. Alors, c'est très important que tu rappelles ces fondamentaux. Notre métier de communicant, c'est un métier qui finalement, que ce soit en agence ou chez l'annonceur et qui puisait dans un très beau et très grand groupe. Je rappelle au passage que c'est le groupe Vivendi, Prisma Media. Absolument. Donc la depuis passerelle, 2021. Exactement. Donc la passerelle que tu as faite, elle est tout à fait normale. Tu restes dans la famille, même si c'est évidemment totalement différent des Champs-Élysées avec Vivendi, j'imagine. Là, on est à Gennevilliers, sachez-le. Donc c'est la ligne 13, mais bon, c'est de l'autre côté, peu importe d'ailleurs. Mais tu fais bien de rappeler que notre métier, c'est un métier où il n'y a pas de... On s'ennuie pas. J'allais dire autre chose, mais vraiment, il n'y a pas de routine. Et quelque part, ton agenda est un petit peu dicté par ça. Quelle est ton équipe? De qui est-elle constituée? Et puis après, on va rentrer évidemment dans les autres choses, comme la communication de crise que tu as dû gérer, j'imagine, si tu en parles. Puis évidemment, on terminera par tes 2 magnifiques revues, j'allais dire review, tu vois, ceux-là, un business review qui me veut dire ça, mais tes 2 magnifiques revues. Puis on parlera d'une passion pour la raquette de monsieur. Mais bon, bref, on restera encore dans les mots. Mais justement, ton équipe, c'est combien de personnes? Que font-ils? Que font-elles? On est organisé de manière assez classique, puisque au total, sur la fonction communication chez Prisma Media, on doit être une petite dizaine. Et donc, on a les fonctions qui sont traditionnellement identifiées dans la nomenclature des métiers de la communication. Donc, une personne qui est en charge des réseaux sociaux, du site web. On a une personne qui est en charge de l'événementiel. On a une personne qui est en charge de la com interne. Voilà, il n'y a pas d'originalité. On comble les principaux postes qui doivent être pourvus sur une entreprise de ce type, de telle sorte qu'on n'ait pas de trou dans la raquette. Mais donc, voilà, un fonctionnement finalement assez classique. Ok, très bien. La communication interne, ce n'est pas toi qui t'en occupes, si j'ai bien compris. Non, effectivement. Elle a été externalisée, si je puis dire. Enfin non, en tout cas, elle n'est pas... Ou internalisée. Ou internalisée. Voilà, en tout cas, ça n'est pas rattaché à la communication externe. Absolument. Voilà, tout simplement. On va saluer cette personne. Comment s'appelle-t-il ou telle? C'est Isabelle Narbé-Buru, qui est aussi la secrétaire générale du groupe. Félicitations Isabelle, on vous salue, Fred et moi. Mais tu parlais de crise tout à l'heure. Tu as eu à gérer des crises ici? Alors, je pense que quand on est sur un niveau très corporate comme Prisma Media, je dirais que par nature, c'est une marque qui est assez peu exposée aux crises. Ce sont plutôt les marques d'en dessous, c'est-à-dire justement nos revues. Voici, Femmes Actuelles et d'autres, qui peuvent notamment avoir à gérer, alors on reviendra peut-être sur cette notion de crise, mais en tout cas des situations sensibles, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont interpellées sur un article, sur une personnalité, sur un angle. Donc j'allais dire, finalement, la réalité des difficultés, elle est plutôt là qu'au niveau de Prisma Media. Maintenant, il a pu arriver on est à gérer effectivement des débuts de crise sur les réseaux sociaux notamment, et notamment sur X, qui est aujourd'hui, je pense, un concentré important des situations difficiles que rencontrent les entreprises et les communicants. Donc oui, c'est arrivé, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, parce que je ne sais pas, c'est à toi de me dire si j'ai le temps de développer ou pas. Justement, avec plaisir, parce que c'est extrêmement intéressant. Oui, X, c'est quand même là où ça a toujours tiré à balles réelles, même quand ça s'appelait Twitter. Oui. Je crois que depuis le rachat... Oh non, exactement. Depuis que Elon Musk a repris ça il y a moins de 2 ans, ça doit faire un petit peu plus d'1 an à peu près. Oui. Ça tabasse encore plus. Bon, on peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, c'est un excellent entrepreneur, ça y a rien à dire. Après, le bonhomme, pour ma part, je n'ai aucun plaisir à discuter de lui. Il a des idées qui sont pas du tout les miennes, mais peu importe, et c'est pas ça l'essentiel. Mais c'est vrai que sur X, mon Dieu, qu'est-ce que ça tabasse. Donc je peux comprendre, et je n'avais pas vu la chose avec, évidemment, par exemple un titre comme Voici, qui est peut-être entre guillemets par nature un peu polémique. Eh bien j'imagine que ça a dû un petit peu bastonner peut-être des avocats vis-à-vis de telle ou telle personne qui se serait fait plus ou moins surprendre. Dit bien plus ou moins. Encore, ça, c'est, j'allais dire, la partie la plus policée. Parce qu'on se retrouve parfois avec des situations, comme tu le disais, X est devenu un Far West, où il l'était déjà en partie, mais il est devenu encore plus, où le travail de veille se fait beaucoup là-dessus. On poste de moins en moins, je parle Prisma Media, on poste de moins en moins sur X, et comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs, exactement, qui se désengagent de cette plateforme, aussi pour des questions d'absence de modération, etc. Donc, on continue à faire de la veille, mais on est de moins en moins actif dessus, j'allais dire, en tant que
plateformes de promotion. Donc ça, c'est mon avis. Je lisais encore un article récemment en disant qu'il y avait énormément de marques qui avaient décidé d'investir sur d'autres plateformes, un peu plus civilisées. Et donc bien sûr ça fait partie, mais il faut y rester parce que je pense qu'il y a quand même des choses c'est pas parce que vous n'êtes pas sur une plateforme qu'on ne parle pas de vous, et donc il faut continuer à y être pour savoir ce qu'on dit de vous, éventuellement se donner la possibilité de répondre ou pas, parce que ça ce sont des choix après de communicants évidemment avec les équipes dirigeantes, mais donc je pense qu'il faut quand même rester, être en veille parce que parfois des choses commencent sur X et puis finissent ailleurs, sur des chaînes d'infos en continu, etc. Et c'est là à mon avis où commence la crise. Si on peut faire un très léger aparté sur ce mot, on a tendance, et moi le premier, à utiliser le mot communication de crise pour à peu près tout et n'importe quoi. C'est assez faux. En réalité, je pense que la communication de crise, elle est réservée à des situations qui sont quand même assez exceptionnelles. Et alors, il y a des écrits de la communication, de la théorie de la communication sur ces écrits. Il faut deux choses pour une crise. Il faut un effet de surprise massif, et deux, un danger qui mette en péril la situation réputationnelle ou fonctionnelle de l'entreprise. Bon, pour que ces deux conditions soient réunies, on voit qu'il y a quand même un peu de chemin à faire. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et même parfois, lorsqu'on a des bad buzz sur les réseaux sociaux, on ne peut pas considérer que c'est la communication de crise. Pourquoi ? La surprise. En réalité, on a des outils aujourd'hui pour être de moins en moins surpris. On a des outils de veille qui nous permettent de détecter ce qu'on appelle parfois les signaux faibles. C'est-à-dire essayer de voir une affaire, un problème, une difficulté qui commence à monter avant qu'elle n'explose en crise. Donc ça, on a déjà des outils de veille aujourd'hui qui sont quand même beaucoup mieux rodés et qui permettent de neutraliser en partie ces problèmes-là. Et le deuxième, c'est qui mettent en péril la situation, ou le fonctionnement ou la réputation de manière grave de l'entreprise. Bon, il faut savoir proportion garder. Quand ça arrive sur Twitter, parfois ça reste sur Twitter et c'est très bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y répondre. Ce que je veux juste dire par là, c'est que ça n'est pas proprement parler une situation de crise. Je préfère parler de situation sensible, ou parfois sur les réseaux sociaux, on parle de bad buzz tout simplement, qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est juste un petit aparté parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et un peu à tort et à travers. Et je pense que la communication de crise, en réalité, c'est le dernier degré et le degré le plus grave de la crise, de la difficulté. Voilà. Et je pense qu'il y a tout un tas d'étapes intermédiaires avant qui existent, qu'il faut traiter. Je dis pas ça en disant qu'il faut pas les traiter, mais en tout cas, avant qu'on en arrive à une communication de crise, il y a un peu de chemin. Je me souviens d'un prof un jour qui m'avait dit, la crise, c'est quand on commence à vous voir en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Voilà. Ce qui est déjà un bon indicateur, en tout cas, de l'ampleur que prend une affaire, c'est-à-dire quand elle passe finalement des réseaux sociaux aux médias plus traditionnels, et notamment aux chaînes d'infos en continu. Lorsque vous voyez votre visage ou votre entreprise en boucle sur des chaînes d'infos en continu, oui, là, je pense qu'on peut commencer à parler de crise. Écoute, c'est une masterclass trop badass, tu vois, ça rime, mais vraiment, merci Frédéric pour cet éclairage sur la crise. Parce qu'en effet, tu l'as dit, on est en permacrise aujourd'hui. Toujours, il y a une crise, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de communicants qui ont peur de tout et de rien. Et tu fais bien de remettre l'église au milieu du village en disant qu'il y a deux conditions qui sont absolument sine qua non. Et en effet, ton prof, il avait tout à fait raison. C'est quand on te voit sur les chaînes en continu, on voit ta tête tout le temps. Avant, il y a des choses qu'on peut peut-être éviter. On peut décider de répondre ou pas. Et comme tu le dis très justement, sur X, ça tabasse tout le temps. C'est le Far West, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout. Et on répond pas tout le temps. Exactement. Parce que la non-réponse peut être une réponse. Ça s'apprécie un peu sur le moment. Exactement, je vous le dis, alors c'est une masterclass, donc enregistrez-le bien et vous pourrez demander monsieur Frédéric Valois avec 2 L, Valois. Sachez-le sur LinkedIn où c'est quand même beaucoup plus calme. C'est sûr. C'est parfois presque l'excès inverse. Mais bon, le juste milieu est toujours difficile à trouver. C'est un peu le whisky contre la camomille. Mais voilà. Mais c'est très important ce que tu viens de rappeler là. Et justement, j'allais te demander, lorsqu'il y a, une situation un petit peu chaude avec un de tes titres, on va rester sur Voici. Alors, je tire pas à boulet rouge sur Voici parce que tout le monde le lit. Oui, il y en a eu d'autres. Je l'ai dit comme ça. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est celui auquel on pense le plus et qui est là depuis très 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 longtemps, depuis au moins 3 décennies. Donc ça veut dire que voilà, donc si ça n'intéressait pas les gens, tout ça, il y aurait bien longtemps que ça aurait disparu. Donc Voici est toujours sympathique à lire. Bon, quand vous êtes dedans, c'est peut-être un petit peu moins agréable, mais on n'en est pas encore là, toi et moi, Fred. Mais comment tu agis justement? Parce que un titre se fait agresser ou tabasser,
pire, sur X ou sur d'autres médias, et ça remonte un petit peu plus dans les médias un petit peu plus traditionnels. Comment toi tu agis? Parce que tu es là en conseil, parce que c'est difficile de dire ce qu'il faut faire, et si tu prends la parole, un peu comme un porte-parole du groupe, peut-être que les gens vont pas nécessairement comprendre. Comment tu te situes? Ça c'est extrêmement intéressant quand un titre se fait aller alpaguer ou tabasser ou ennuyer tout simplement. Je pense que la première, il y a quelques indicateurs à surveiller dès le départ. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut bien le surveiller. Je dis ça parce que parfois, il nous est arrivé que des choses passent au travers du filet. Et lorsque vous vous rendez compte que un post, et on est déjà à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'interactions, commentaires, partages au sens négatif du terme, que vous vous en rendez compte 48 heures après, malheureusement, il est souvent trop tard. Donc il y a une première chose à respecter, c'est évidemment avoir une bonne cartographie de ce qui se dit sur vous à un moment donné. Ensuite, il y a l'émetteur. Quelle est la nature de l'émetteur ? Si c'est un compte lambda, un troll qui est suivi par quelques dizaines d'abonnés, il est évident qu'en tant que marque, vous n'allez pas forcément répondre. Si en revanche, vous avez affaire, je vous donne des exemples volontairement caricaturaux, mais c'est pour être plus concret. Si vous avez en revanche affaire à un influenceur qui est lui-même suivi par des centaines de milliers de personnes, vous allez au moins vous poser la question. Donc il faut surveiller, moi, ce que j'appelle la nature de l'émetteur. Qui émet ? Il y a ensuite une troisième chose à observer, c'est la viralité derrière. À quelle vitesse et quelle est la volumétrie je pense du tweet, parce que encore une fois je reviens sur X, mais en tout cas du post en question. Est-ce que ça va vite? Est-ce que au contraire ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est très repartagé? Est-ce que c'est commenté, etc., etc. Donc je pense que ça c'est déjà des indicateurs assez basiques à prendre en compte. Et ensuite évidemment vous décidez de répondre ou de ne pas répondre. Je pense que déjà c'est-à-dire que l'alternative c'est pas il faut répondre A ou il faut répondre B, c'est on répond ou on répond pas. Ça, je pense que c'est déjà une première question à se poser, parce que, tu le disais un peu en creux tout à l'heure, parfois, la difficulté le risque qu'on prend à répondre, c'est de venir rajouter de la crise à la crise. Et ça, c'est une question de proportionnalité qui doit évidemment se poser à chaque fois. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas envenimer la situation en répondant moi-même? Donc, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Et puis, évidemment, ça tient aussi à la nature du fait incriminé. Parfois, ça peut être... On a eu des problèmes parfois parce qu'un article d'un magazine en question n'était pas juste, était erroné, comportait des erreurs factuelles, etc. Donc, vous vous excusez, vous faites un mea culpa, etc. Parfois, vous pouvez faire une réponse en message privé parce que vous voulez pas que votre réponse soit publique. Il y a des options, en fait, qui existent. Vous répondez ou vous ne répondez pas. Mais, ce que je veux dire, et c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête cette notion de rapidité, c'est que en prenant cette situation au plus tôt, vous vous donnez le choix de répondre ou ne pas répondre. Si vous vous rendez compte de cette situation trop tard, d'une certaine manière, vous n'avez plus le choix. Vous êtes condamné à subir, déjà parce que vous n'étiez pas là et que pendant 24, 48 ou 72 heures, des choses se sont dites sur vous et qu'il est extrêmement difficile après d'aller à contre-courant. Donc, l'importance d'avoir une bonne cartographie de tout ce qui se dit sur vous, c'est de pouvoir vous laisser la chance de choisir la stratégie que vous souhaitez, la réponse ou la non-réponse. Et ça, d'une certaine manière, ça demande évidemment de la formation, de l'expertise, un peu de ressources, mais c'est important, c'est très important. J'allais te demander... Justement, je rebondis. Comment tout ça est préparé? Tu as une sorte, on va dire un code où tu décides, on répond pas. Alors évidemment, chaque situation est très différente, comme tu le dis très justement. Encore une fois, si ça commence à buzzer et que tu n'as rien vu arriver, parce que ça peut nous arriver, ça peut arriver dans la nuit ou je ne sais quand ou qu'est-ce, ou qu'il y a quelqu'un qui est tout simplement pas là, ce qui peut arriver, on n'est que des êtres humains après tout, le bad buzz arrive. Et là, c'est une autre paire de manches. Mais est-ce que tu as prévu des choses? C'est-à-dire, s'il y a ça, des situations, voici ce que nous faisons, oui, non, c'est ce que tu as prévu? Oui, pour les paramètres dont je te parlais au départ, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut savoir assez vite si, en fonction de ce que là j'ai décrit tout à l'heure, c'est oui ou c'est non. Mais après, il y a toujours une petite part, et je pense que les communicants de crise, même si je réfute en partie ce terme, savent. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie qui s'apprécie un peu sur le moment. J'allais dire, je devrais pas dire ça parce que ça rendrait notre travail un peu trop artisanal, mais presque à l'instinct. C'est-à-dire qu'il faut sentir aussi s'il faut répondre ou pas. Ça se fait évidemment en lien avec une équipe de communication. Et là, dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, avec les marques en question, les magazines en question, avec la rédac chef, avec savoir aussi en fonction de ce qu'elle sait, de sa marque elle-même, de son public, des gens qui suivent la marque. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit s'apprécier un peu parfois in situ, mais toujours avec cette idée de
la réactivité. Ça, je pense que c'est un impondérable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus... Je me souviens, moi je fais une petite parenthèse, tu as peut-être entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jacques Pilan, qui était l'ancien conseiller en communication de Jacques Chirac et de François Mitterrand, et qui a notamment été connu parce qu'il avait théorisé les ruptures de rythme en communication politique, et notamment pour le président de la République, en disant il faut alterner des périodes de silence et des situations d'intenses paroles médiatiques. Pourquoi je dis ça ? Il a écrit un article en 1995 dans la revue Le Débat, un article qui a été qui est considéré comme un des articles les plus importants de la communication politique, peut-être de la communication tout court. Et je me souviens de cette phrase. Alors tu vas voir le lien que je fais avec la situation actuelle. Il disait ça en 95. Et il disait aujourd'hui il faut répondre absolument avant 3-4 jours lorsqu'il y a une crise, parce que sinon l'opinion publique s'est cristallisée. Je pense qu'on pourrait réutiliser cette même phrase et se dire on pourrait la ramener en heures voire en minutes. C'est-à-dire qu'en fait il avait raison sur le fond, c'est juste l'échelle de temps en réalité qui a changé, parce que ça rejoint la discussion qu'on avait dans la première partie sur l'accélération du tempo médiatique. Et donc pourquoi c'est important de le savoir tout de suite ? C'est parce que, encore une fois, on se donne les moyens de pouvoir choisir sa stratégie de communication. Lorsque vous êtes à la remorque d'un événement, d'une actualité, etc., c'est trop tard. Faire ramer à contre-courant, c'est très difficile. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de réactivité, c'est qu'il faut avoir connaissance des faits rapidement pour se donner la possibilité de répondre ou pas rapidement. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas pour les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose d'absolument primordial, mais malgré tout, on peut passer à côté de choses, il y a des trous dans la raquette, etc. Et c'est normal. Donc, on essaie de combler ça au maximum, et puis voilà, on y arrive quand même. Hein. Est-ce que c'est excitant, finalement, ces périodes difficiles ? Oui, il y a une part, je ne sais pas si c'est excitant, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Quelques-unes, c'est bien, parce que ça fait aussi partie du métier, c'est ce que tu disais. Hein. On est dans des métiers qui sont quand même des métiers de tension. Voilà, il y a des choses qu'on planifie à l'avance, puis il y a des choses d'une minute à l'autre, on ne sait pas qu'elles vont arriver. Donc oui, il faut aimer ça jusqu'à un certain point, parce que ça fait partie du métier. Voilà, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, ce sont des situations qui sont parfois usantes, et puis parfois qui peuvent mal tourner. Donc évidemment, là on en reste à des choses qui sont, j'allais dire, relativement mineures à l'échelle de la réputation d'une entreprise. Enfin, il y a quand même quelques cas sur les dernières années où on voit que les crises peuvent affecter durablement la réputation, et pas que la réputation, le business model d'une entreprise. Donc je pense que ça, c'est pour ça, quand on minimise parfois, je sais que c'est un combat de Fred Fougerat et d'autres, et je les remercie de mener cette lutte sur les réseaux sociaux, mais quand on minimise parfois le rôle des communicants, notamment sur ces sujets-là, je pense qu'on fait une erreur. Je pense que ce sont des vigies aussi de l'image de l'entreprise, et parfois ça déborde de l'image et on va sur le terrain du concret et du business. Lorsqu'il y a quelque chose qui est complexe à gérer, on va parler de crise parce que c'est le mot entre guillemets un peu fourre-tout et un peu bazar, si je puis dire. Comment les marques de ton groupe prennent ton arrivée? Ils se disent, mon Dieu, il y a Fred qui arrive, donc ça doit sentir un petit peu mauvais. Est-ce qu'ils se disent, non, on va pouvoir gérer ça nous-mêmes? Ça dépend évidemment des cas, j'en conviens parfaitement. Et tu l'as dit toi-même, tu vas voir les rédac chefs et qui vont dire, non, écoute, il y a peut-être pas non plus de quoi trop s'affoler. Mais comment ils te perçoivent? Parce que finalement, tu l'as dit très justement, les journalistes n'aiment pas spécialement les communicants. C'est un peu je t'aime moi non plus depuis la nuit des temps. Bon, écoute, on va pas rester 100 ans là-dessus. Ça n'a pas grand intérêt, mais c'est ainsi. Mais comment ils te prennent? Parce que justement, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu es dans un groupe de presse. Tu es un vrai dircom externe. Tu es un vrai amoureux des mots. Quelque part, pour toi, c'est parfois cornélien, j'imagine. Je pense qu'en fait, il faut faire le chemin, j'allais dire presque inverse, c'est-à-dire essayer de leur montrer ce que toi, tu peux leur apporter. Voilà, et dans une posture tout à fait humble. Moi, il ne s'agit pas d'aller empiéter sur le territoire de quiconque. C'est juste dire, écoutez, voilà, si vous avez ce genre de situation, voilà, on a une équipe où il y a quelqu'un qui peut vous aider, en tout cas qui peut vous donner des conseils. Parce que l'avantage aussi d'être sur de la communication corporate, c'est que vous avez l'image globale aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas que le point de vue marque, vous avez aussi un point de vue plus large. Et puis tu le mentionnais tout à l'heure, Prisma Media fait partie d'un groupe qui s'appelle Vivendi, donc tu as aussi l'image plus généralement du groupe. Donc je pense que il faut juste donner le sentiment que tu es là pour aider, ce qui est le cas. Hein. Moi, je reviens souvent à ça. Hein, la communication, c'est une aide à la décision.
avant tout. Ça n'est pas une fin en soi. Ça sert à rien de communiquer pour communiquer. Ça n'a aucun intérêt. En réalité, on aide. Et ça vaut pour des dirigeants. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on essaie, en tout cas, d'être utile à la prise de décision. Voilà, en apportant un certain nombre de facteurs, d'éléments, d'expertise, d'expérience, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, voilà, ils n'avaient rien à attendre en particulier. C'est plutôt à moi d'aller faire la démarche en disant, bah voilà, j'arrive, je sais faire ceci. Il y a des choses que je sais pas faire aussi, mais en tout cas sur ces sujets-là, je peux vous aider. Et ce que je vois, parce que ça fait presque 2 ans maintenant que je suis là, c'est que voilà, t'as raison, tu te donnais la notion presque de conseil en interne, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je suis sollicité de temps en temps par des rédacteurs en chef qui me disent, bah voilà, j'ai eu ça sur une plateforme ou j'ai eu telle demande de journaliste. Comment tu ferais Est-ce que tu peux nous aider sur ce point? Et là, je pense que c'est vraiment, on est dans le cœur du rôle d'un communicant. Ça se fait de manière très formelle, plutôt informelle. Informelle, voilà, c'est un peu, voilà, on apprend à se connaître, on gagne avec voilà, ça se fait aussi dans le temps. Mais je veux dire, de la même manière que, je sais qu'on va pas trop en parler, mais de la relation communicant-journaliste, ils n'ont pas vocation à être amis, mais ils ont vocation à travailler ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi on s'interdirait d'essayer d'avoir des relations professionnelles saines, normales, fondées sur la confiance. Et ça, bah voilà, ça demande aussi d'aller voir les journalistes, de se présenter, etc., etc. Je pense que c'est un travail de pédagogie. C'est pour ça qu'on a souvent eu tendance à caricaturer cette opposition entre journalistes et communicants. En réalité, ce sont 2 profils qui ont évidemment leurs objectifs, qui ont leur feuille de route, mais qui sont amenés à travailler ensemble. J'allais dire, autant le faire dans un cadre de respect mutuel et sain. Et encore une fois, tout se passera bien. On a parlé de crise, il y a d'autres choses que tu gères. Est-ce que tu écris encore des discours, Fred? Très peu, parce qu'il se trouve que la présidente de Prisma Media, Claire Léost, est aussi romancière. Et donc, voilà, je pense qu'elle a des prédispositions pour l'écriture. Alors oui, ça peut m'arriver d'aider, de donner quelques conseils, mais on va dire que je n'écris plus autant qu'avant. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, il y a d'autres manières d'écrire que par le discours, donc on peut toujours trouver son bonheur ailleurs. On va passer maintenant à ces 2 autres casquettes, que sont celles d'Harvard Business Review et de National Geographic. Alors, c'est quoi ton titre exactement? Tu es éditeur? Directeur de l'édition française, pour ces 2 titres. Donc, directeur de l'édition française. Encore une fois, c'est extrêmement rare d'avoir un poste de directeur de la communication externe pour une si belle entreprise, si grande entreprise, et d'avoir, entre guillemets, j'allais dire entre guillemets les mains dans le cambouis, mais non, on a toujours les mains dans le cambouis dans la communication. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, il faut même. Il faut exactement. Faut pas rester dans la tour. Mais quand on t'a proposé ça, tu t'es dit, waouh, quel challenge? Ou tu t'es dit, mon Dieu, je vais pas dormir beaucoup? Les deux. les deux. Quel challenge, parce que évidemment, moi, ça me fait faire un pas de côté par rapport à mon parcours de communicant, parce que je veux dire, il y a 2 ans, je découvrais ou quasi la presse magazine, même si j'étais lecteur occasionnel de certains d'entre eux. Donc challenge aussi parce que, et on revient sur les relations communicants-journalistes, c'est comment être accepté aussi par des équipes de journalistes en tant que communicant. Bon, finalement, tout se passe très bien et voilà, il n'y a aucun problème. Et puis, ce qui m'a convaincu aussi, c'est la force de ces 2 marques. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même, je dis pas, on a d'autres marques magnifiques au sein du groupe, mais c'est vrai que National Geographic, Harvard Business Review sont des marques très puissantes. Alors surtout dans leur bassin d'origine, aux États-Unis, puisque ce sont 2 marques américaines, plus que centenaires. Et donc, c'est ça aussi qui m'a convaincu, c'est d'être, j'allais dire, aux prises avec 2 magazines mythiques et qui ont maintenant, voilà, depuis quelques années, ou depuis quelques dizaines d'années, leur version française. Donc oui, évidemment, ça fait un rythme chargé, mais j'ai envie de dire, on est tous très occupés, on a tous beaucoup de choses à faire. Bon, après, on essaie de s'organiser du mieux qu'on peut, et voilà, il y a aussi des équipes qui nous aident pour ça, donc on n'est pas seul. Je salue ton humilité et ton côté badass encore une fois pour la masterclass, parce que sincèrement vous venez d'entendre une masterclass, je me répète, je suis désolé, mais sur la com de crise, entre guillemets crise. Mais là vous avez aussi compris qu'un DIRCOM peut être amené en fonction du secteur dans lequel il travaille à avoir d'autres fonctions, alors qu'ils se rejoignent évidemment. On est dans un groupe média chez Prisma Media, donc vous l'avez bien compris, tout ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose. On est cousins ou on est frères, voilà, on s'entend plus ou moins bien. Bon, on va pas revenir sur cette histoire de journaliste et communicant,
parce qu'au final, n'a que fort peu d'intérêt. Mais je trouve génial, justement, que tu te sois fait accepter en 2 ans, parce que 2 ans, c'est beaucoup de temps et en même temps, c'est très peu. Hein. C'est-à-dire que si on n'est pas du tout accepté, 2 ans, c'est 2 ans d'enfer. Et là, c'est 2 ans de paradis pour toi. Je trouve ça sensationnel. Qu'est-ce que tu fais, justement, en tant que le représentant, l'éditeur représentant des éditions françaises de ces 2 magnifiques titres, alors qu'ils sont ultra nobles, c'est quand même la méga classe, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que tu fais en termes de communication, justement, par rapport à ça? C'est des campagnes de pub. C'est quoi concrètement? Oui, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement des campagnes. Alors, on a aussi une direction marketing au sein de Prisma Media qui, évidemment, nous aide beaucoup là-dessus. Ça peut être des passages médias, puisque je suis amené aussi à aller de temps en temps sur des plateaux pour promouvoir les 2 magazines à l'occasion d'une actualité particulière. Tu vois, l'année dernière, j'y suis allé pour les 135 ans National Geographic. On avait fait un numéro spécial. Là, on en aura un en fin d'année sur les 25 ans de l'édition française. Je pense qu'on essaiera de faire de même. Ce qui me fait d'ailleurs faire un petit crochet quand on entend parfois dire que les médias traditionnels sont en difficulté, qu'il ne faut jurer que par les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc. Je pense que, et notamment pour la télévision, je pense que ce sont des médias qui restent extrêmement prescripteurs, qui ont encore des audiences massives. Quand je vois les audiences de certaines émissions, et je pense par exemple aux 20h, parce que moi je suis un adepte du 20h, je regarde encore le 20h, j'adore le format de France 2 qui a été prolongé d'1 heure, je trouve ça super de remettre du temps long, etc. Rassure-toi, je ne suivais pas au JT de 20h moi-même, mais lorsque j'ai pu faire quelques passages médias, notamment à la télé, j'ai pu constater qu'il y avait encore un attrait, puisque des gens m'ont contacté derrière en disant mais c'est super, la marque m'intéresse, ah tiens je vais aller acheter votre numéro, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas, on a eu tendance à enterrer un petit peu vite parfois certains médias qu'on appelle traditionnels, il y a un côté un peu préhistorique à ça, mais honnêtement non, les 2 se complètent très bien et voilà. Donc oui, ça peut être aussi des passages médias, ça peut être aussi des rôles un peu de représentation dans des colloques, des conférences, c'est presque un rôle un peu d'ambassadeur de la marque d'une certaine manière. Après, il y a aussi une partie un peu plus business qui est aussi de réfléchir à la création de valeur, entre guillemets, en plus du magazine, puisque le magazine fait sa vie. On sait la difficulté aujourd'hui de la presse magazine dans les ventes. On sait que c'est un secteur qui est très, très challengé. Et donc, il y a aussi une part de réflexion avec d'autres, mais sur comment est-ce qu'on fait pour faire vivre la marque en plus du magazine ou en plus du print. Voilà, ça fait évidemment, mais je pense que tous les journaux, tous les magazines ont cette réflexion. Comment fais-tu ? Tu as bien fait de rappeler que les médias traditionnels ne sont pas en train de mourir. Évidemment, tout le monde part du digital parce que c'est sur notre doigt, c'est dans notre téléphone, ça nous suit quasiment H24, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi les fameux médias traditionnels. Tu as parlé de la télé. Oh, je t'ai vu à la télé, c'était génial. Passer à la télé. Le vu à la télé reste, reste encore important, mais c'est vrai. Mais évidemment, et c'est la méga classe de passer à la télé. Bon, évidemment, pas quand on est dans une grande situation de crise, mais quand on est dans ta promotion, tu dis, c'est la classe. Et t'as les potes qui te rappellent en disant, je t'ai vu, oh là là, comment tu te la pètes maintenant? Non, ça, c'est ceux qui t'aiment bien et qui te charrient. Mais ça, c'est absolument incroyable. Mais comment fais-tu vivre, justement, l'après-parution du papier? Oui. Il y a évidemment toute la partie digitale, mais justement ton rôle de communicant, peut-être avec les équipes marketing de Prisma Media, c'est de se dire comment on arrive à faire vivre sur du long terme entre deux épisodes, j'allais dire, tu vois, c'est le côté podcast, entre 2 numéros. Comment tu fais et quelles sont tes pistes de réflexion aujourd'hui, si tu peux évidemment en parler, Fred? Oui, il y en a une qui me vient assez naturellement et qui n'est pas du tout l'apanage de ce qu'on fait nous, qui est par exemple la piste événementielle. Par exemple, sur un titre comme Harvard Business Review, moi j'étais pas arrivé, donc je peux pas prendre le crédit de ce qui a été fait, mais il a été lancé un club il y a quelques années qui s'appelle le Club HBR, qui est un club de réflexion sur les grandes thématiques que traversent les entreprises aujourd'hui. Donc on a des masterclass, on a des dîners, et donc alors c'est plutôt une offre B2B, ça s'adresse plutôt effectivement aux entreprises parce que ce sont elles, j'allais dire, les principales concernées. Et donc on crée une structure pour venir un peu répondre à cet objectif-là qui est c'est à la fois décorrélé du magazine, en même temps c'est le prolongement du magazine, c'est le prolongement événementiel de ce que vous trouvez dans la revue. Voilà. Mais sauf qu'on le fait vivre autrement, avec un public en live. Alors évidemment, le Covid a mis un petit coup d'arrêt à tout ça, comme pour tout le monde. Mais aujourd'hui, typiquement, on arrive à créer, on arrive aussi à faire rayonner la marque, parce qu'il y a aussi un enjeu de rayonnement de marque derrière ça. Mais on arrive aussi à faire un peu de business avec ça. Donc voilà, c'est celle qui me vient le plus spontanément, parce que encore une fois, le print est ce qu'il est.
y résiste, on fait tout pour que les ventes soient les meilleures possibles, mais voilà, c'est un peu une tendance de fond, et donc voilà, on réfléchit à d'autres pistes, parfois on essaie, et puis ça marche pas très bien, donc il y a aussi une part de test and learn, hein. Il y a une part, voilà, on essaie des choses, tout simplement, et je pense que personne n'a encore trouvé la solution magique, mais il faut essayer, en tout cas. Bah, si tu n'essaies pas, c'est qu'à un moment ou un autre, tu vas très très vite mourir. Donc je trouve ça tout à fait normal. Comme tu le dis, test and learn. Et il y a un moment, on se plante. Et puis il y a d'autres fois, ça cartonne. On se dit, il y a peut-être quelque chose qui va marcher dans les 2-3 années à venir. Et puis il y a autre chose qui arrive, qui aurait vu le Covid arriver en 2018, tu vois, 2 ans avant. Hein, c'est sûr. Voilà, qui aurait entendu parler de l'IA en 2020? Personne. Hein, peut-être même OpenAI était dessus, certes, mais bon, ils étaient un petit peu dans leur laboratoire. Donc, il faut jamais oublier que du jour au lendemain, les choses peuvent changer. C'est aussi ça qui rend notre métier absolument incroyable. Une question me vient à l'esprit par rapport aux gens du marketing, justement. Un communicant pur jus comme toi, un communicant corporate. Lorsque tu dois développer ces 2 titres, HBR, Harvard Business Review, et National Geographic. Bon, c'est la méga classe, hein, aux États-Unis et en France aussi. Là, j'ai regardé celui que tu m'as très gentiment donné. Je parle de National Geographic sur l'Amazonie. Bon, vous en prenez plein les mirettes. C'est absolument magnifique. Il n'y a pas d'autre terme. Et Harvard Business Review. Alors, nous enregistrons le 30 septembre. Donc, je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais vous verrez, vous pourrez voir la patronne de LinkedIn. Hein, on parle de réseau et de networking, comme on dit là-bas. Mais je reviens à ce que je te demandais. Avec le marketing, comment ça se passe? Mais très bien. Merci, à bientôt. C'est toujours, tu sais, il y a toujours un peu comme la guerre débile qui n'existe pas pour moi entre les journalistes et les communicants. Le marketing qui sont cousins, cousines avec la communication, des fois ça s'entend pas. Je trouve que c'est d'une stupidité absolument effarante. J'imagine que ça se passe extrêmement bien parce que finalement on est dans la même barque, si je puis dire, on est dans le même paquebot parce que vous êtes quand même plus de 1000 ici. On est là pour faire cartonner les titres. On est d'accord. Ah bah voilà. Même objectif. Alors eux, ils ont un avantage sur moi, c'est qu'ils ont la science des chiffres. Voilà, parce que moi, j'ai beaucoup moins. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'ils sont là pour parfois rappeler certaines donnes économiques ou financières. Non, honnêtement, ça se passe très bien. On est dans une répartition de rôles qui est très claire. Voilà, moi, j'ai absolument aucun sujet avec les... Mais t'as raison, l'analogie avec les journalistes est assez bien trouvée. Je pense qu'on est assez proche de ça, ouais, effectivement. Mais bon, à partir du moment où on est animé d'un même objectif... Je pense qu'on arrive toujours à... On y arrive toujours. Je crois que tu as tout dit, Fred. C'est vraiment une masterclass. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je le dis, mais j'en suis désolé. Mais c'est vrai. Vous avez compris que la crise, c'est pas que de la vraie crise ou du truc qui vous pète à la tête et puis là vous dites waouh, il va falloir sortir les rames. Bon, des fois on parle de crise pour pas grand chose. 2, la relation avec nos amis les journalistes, nous les communicants, c'est pas non plus que des relations entre chien et chat. Et 3, avec le marketing, mais c'est exactement similaire. La bonne intelligence, le respect de l'un et de l'autre, des métiers de l'un et de l'autre, et puis sans qu'il y en ait un qui souhaite tirer la couverture à lui en disant moi je sais mieux que toi. Ben, c'est un peu le principe de la vie, même c'est totalement le principe de la vie, tout se passe bien, c'est bizarre, hein, comme quoi. Comme quoi. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Fred, on arrive à la fin de cette seconde partie en ta compagnie. On va quand même parler de Roger. Même si on dit Roger. Oui, alors moi je l'appelle Roger parce que justement, je voulais semer un peu le doute, mais Roger Federer, qui est évidemment, alors si vous ne savez pas qui est Roger Federer, je crois qu'il vaut mieux que vous sortiez de votre grotte, vous irez taper sur LinkedIn, j'allais dire, grosse fatigue, peut-être qu'on doit le trouver sur notre ami Roger aujourd'hui. Peut-être sur LinkedIn, ouais. Sur Google en tout cas, c'est sûr. Sur Google, vous verrez qu'il c'est peut-être un des plus grands, c'est vraiment un monsieur, c'est vraiment un gentleman tennisman. C'est tout simplement un type incroyable et on en discutait hors antenne, toi et moi. Moi, j'étais dans les années 80 plutôt fan des bad boys, les McEnroe et les Connors qui étaient américains et qui insultaient blablabla. Puis Roger est arrivé. Il a changé cette image. Alors, elle est peut-être plus polissée, évidemment. C'est pas difficile vis-à-vis de Connors et surtout de McEnroe. Mais Roger est arrivé. Il a tout changé. Et je pense que Rogers, toutes les mères de famille ont envie que ce soit leur gendre. Ce type est tout simplement incroyable. Parle-nous-en parce que, allez, je vais vous le dire. Fred, vous l'avez compris, c'est un homme de mots. Et vous écouterez la première partie en sa compagnie. Mais monsieur a écrit Federer, un mythe contemporain, en 2021, vous pourrez l'acheter, c'est aux éditions Solar, coécrit avec Charles Haroche. On mettra le lien dans la description, il est trouvable sur toutes les plateformes et évidemment en librairie, j'imagine. J'espère. On espère bien, victime de son succès, le bougre. Mais parle-nous de Roger Federer, parce que on sait que tu adores écrire. Mais on est loin de la com corporate, on est loin de la politique, on est loin de Voici, on est loin de National Geographic, on est loin de Capital ou de Harvard Business Review. Parle-nous de Roger, s'il te plaît.
Bah écoute, la transition, tu viens de la faire. C'est-à-dire que moi, j'avais en tête déjà depuis un certain temps d'écrire. Alors, je ne savais pas très bien quoi, je savais bien pas très bien sur qui, comment, etc. Et donc, en 2021, avec effectivement mon compère Charles Laroche, on a décidé d'écrire un livre sur Federer. L'avantage de l'écriture d'un roman ou d'un essai, là en l'occurrence c'est un essai, c'est de pouvoir écrire pour soi. Tu vois, on revient sur ce qu'on s'était dit sur le speechwriting, on écrit pour d'autres, et puis dans l'entreprise, d'une certaine manière, on écrit sous contrainte. Parce que, évidemment, une entreprise a son marché, ses codes, son environnement, etc., etc. Moi, j'avais envie d'expérimenter ça, c'est-à-dire d'écrire pour moi, alors évidemment sur quelqu'un, mais pour moi avant tout. Et l'avantage, c'est là qu'on l'a fait à deux, donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc, c'est parti d'une passion commune. Moi, je suis le tennis depuis que je suis tout petit, j'ai même beaucoup joué étant jeune. Et Federer, on a 1 an d'écart. Donc, moi, c'est quelqu'un en qui je me suis très vite identifié. Parce qu'il est de ma génération, entre guillemets, même si je n'appartiens pas à la même catégorie, évidemment. Et donc, voilà, on est parti de cette passion commune. Et avec Charles Laroche, on s'est juste dit, bon, c'est bien d'écrire sur lui, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Tout a été dit sur lui. Il y a une 50aine, 60aine de livres qui ont été écrits sur lui, sous toutes les coutures. Et donc, on est parti sous l'angle de l'essai, et notamment avec cette notion de mythe qu'on trouvait intéressant, et on a essayé de montrer dans le livre en quoi ou pourquoi Federer cochait, dans une version contemporaine, toutes les cases, entre guillemets, du mythe. L'universalisme, le rapport au religieux, tout ça nous éloigne un peu du tennis. En réalité, c'est pas un essai sur le tennis, ou très peu sur son tennis, c'est plutôt sur lui, sur ce qu'il dégage, sur ce qu'il représente, sur la Federermania. Pourquoi, tu l'as dit au départ, pourquoi est-ce que tant de personnes aujourd'hui l'aiment, et j'allais dire l'aiment encore alors qu'il ne joue plus. C'est un peu ça, c'est-à-dire on essaie de comprendre les ressorts ou les dessous de cette Federermania. On est parti là-dessus, et voilà, on en a fait un petit essai qu'on a publié 1 an avant sa retraite, puisqu'il était déjà question de retraite à ce moment-là. Et écoute, voilà, on a déjà, je ne sais pas si on a complètement rempli notre objectif, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à l'écrire, parce qu'écrire sur sa passion, voilà, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'avais envie d'expérimenter aussi, et c'est finalement à la fois très proche et très différent de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Et puis, comme tu adores écrire, que tu as ça chevillé au corps, c'est une vraie passion. Tu en as fait ton métier quelque part. Un dircom qui ne sait pas écrire, c'est pas un dircom. Hein, on va dire les choses clairement. Il vaut mieux, en tout cas, ouais. Oui, voilà, je te trouve beaucoup trop humble. Non, il vaut mieux que vous sachiez écrire et comprenez-le, cher plus jeune qui nous écoute. Oui, il va falloir savoir écrire, hein, et puis pas que des tweets ou des choses comme ça qui sont très très courtes. Bon, je vous dis pas d'écrire des bouquins évidemment, ou des rapports d'activité, ou des discours comme le faisait Monsieur Fred face à moi, mais comprenez qu'il faut savoir écrire. Mais alors justement, je reviens sur ce mythe parce que ça c'est extrêmement intéressant. Ça me fait penser à plein de choses extrêmement personnelles. Qu'est-ce qu'il y a de mythique dans Federer ? Sans rentrer trop dans le détail, parce que évidemment je vais inviter les auditrices et auditeurs à aller l'acheter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le tennis. Au final, tout le monde connaît Roger Federer, donc sincèrement allez-y, et moi je vais pas me gêner pour l'acheter. Je sais que tu me l'as déjà dédicacé, mais je vais quand même l'acheter. Je vais l'acheter pour ma naine de jardin, même ma fille Alice qui ne lira pas donc que Mortel Adèle, même si c'est déjà très très bien. Mais qu'y a-t-il de mythique dans Roger selon toi ? En fait, il incarne finalement ce que des grands héros mythiques ont pu incarner par le passé, qu'ils aient été d'ailleurs réels ou fictifs. C'est-à-dire qu'il est passé par l'éclosion, il est passé par la chute, il est passé par la rédemption. On a essayé de montrer dans le livre qu'il a franchi un certain nombre de paliers, entre guillemets, qui le rapprochent de ces trajectoires un peu mythiques. C'est-à-dire que Federer, il n'a pas une trajectoire lisse. Quand on pense à Federer, on pense toujours qu'il a beaucoup gagné, ce qui est totalement vrai, mais il a aussi beaucoup perdu. Et surtout, il a perdu face à des rivaux, et notamment Rafael Nadal, une rivalité incroyable qui a duré une 15aine d'années. Et donc, ce qu'on a voulu montrer, c'était finalement presque l'aspect humain de Federer derrière tout ça. Ce n'est pas qu'un dieu du tennis, il a aussi ses failles. Il y a des aspects de sa vie qu'on connaît très peu. Le fait qu'il était, tu l'as dit en introduction, c'était un modèle de tempérance. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Il a été adolescent, c'était quelqu'un de colérique, il avait du mal à canaliser ses émotions. Donc c'est un travail aussi qu'il a fait sur lui-même. Donc c'est un apprentissage aussi, Federer. C'est l'apprentissage de soi. Finalement, c'est une tension qu'il contient, qu'il a réussi à contenir, à maîtriser, à dompter. Et donc, c'est aussi en ça que voilà, il a une trajectoire qui n'est pas linéaire. Ça, je pense que c'est très important. Et puis voilà. Alors, je ne sais pas si on en parlera, mais c'est aussi un excellent communicant. On consacre notamment un chapitre dans le livre là-dessus, sur la marque Federer.
parce que c'est devenu une marque au sens commercial du terme, puisque tu as peut-être, toi ou dans tes connaissances, des gens qui achètent des t-shirts ou des casquettes siglées RF, puisque c'est devenu sa marque de fabrique, mais c'est aussi une marque au sens symbolique. Federer, c'est des valeurs, c'est une culture, c'est ce qu'on disait, c'est la modestie, l'élégance, la tempérance, c'est aussi tout ça. C'est intéressant dans la notion de marque, c'est toute la valeur aussi, j'allais dire, celle que tu ne peux pas toucher, quoi, un peu impalpable. Et donc, c'est une marque à double niveau, d'une certaine manière, Federer. Et donc, voilà, c'est aussi un excellent communicant. Il a d'ailleurs très bien... Tu liras presque aucun article mauvais sur Federer, aucune polémique, ce qui est quand même un véritable exploit, surtout pour des sportifs aussi exposés aujourd'hui, et on en a plein, notamment dans le football, mais pas que. C'est un exploit aujourd'hui d'avoir fait 20 ans de carrière sans avoir été égratigné par la moindre polémique, en tout cas majeure. Il a pu avoir de temps en temps quelques... Mais c'est 3 fois rien. D'ailleurs, on pourrait dire ça de Nadal, presque, qui est un peu son alter ego d'une certaine manière. Mais c'est intéressant, c'est pas que le hasard, et c'est pas que lui et sa personnalité, c'est aussi une communication qui a été pensée, c'est ce qu'on essaie de montrer dans le livre. C'est quelqu'un qui a réfléchi à ça et qui s'est entouré d'ailleurs de bonnes personnes pour pouvoir le faire. C'est quelqu'un qui a aussi misé sur son entourage. Je pense qu'il faut aussi être bien entouré lorsqu'on veut réussir, et donc Federer l'a très bien compris et l'a très bien fait. Bah écoute, je sais tes matchs. Là, franchement, si tu n'as pas donné à qui que ce soit envie d'écouter le décodeur de la communication, ça oui, ça c'est une masterclass, je le répète pour la 8 000e fois dans cet épisode, mais d'aller acheter ce bouquin coécrit avec Charles Laroche, Federer, un mythe contemporain, paru en 2021, bah, il en reste encore. Le mythe est éternel, donc ça marche encore. Exactement. Et c'est vrai que c'est une marque, ce bon Roger. Moi qui étais avec les bad boys, mais je préfère aujourd'hui nettement un Roger Federer. Et puis je garde en tête une image qui est très très forte, qui est très symbolique. Tu parlais de Rafa Nadal, qui est entre guillemets son grand rival. C'est lorsqu'ils se mettent à chialer, lorsque Roger prend tire sa révérence. Et finalement, ce que je trouve absolument génial, c'est que ces types-là ont dû, entre guillemets, se haïr. Ils se sont toujours respectés. Déjà, ce sont 2 mecs bien élevés. Ça fait du bien. Alors, je savais pas que Roger avait poli sa pierre, comme on dit chez les maçons, chez moi, à savoir qu'il s'était un petit peu calmé. Mais je trouve que justement, c'est pour ça que je te posais la question vis-à-vis du mythe. Ça me parle pour des choses très, très, très personnelles, dont je vous parle très, 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 très volontiers, mais rarement dans ce podcast-là. Mais tu vois, comme quoi. Mais je trouve incroyable que cet homme-là ait poli sa pierre, qu'il ait eu finalement, entre guillemets, son adversaire, et que cet adversaire soit finalement un ami, parce que je mets ma main à couper quand Rafa prendra réellement sa retraite, ils seront copains comme cochons, et ils iront se voir en buvant des coups ou en tapant la balle, un peu comme Rocky avec Apollo Creed. Vous voyez, chacun sa vision du cinéma, mais c'est très hollywoodien finalement. Oui, tout à fait. Il y a et c'est pas qu'une mise en scène. Je pense que, comme tu le disais, ça a aussi été réel. C'est-à-dire que ces deux joueurs qui se sont, pardonne-moi l'expression, mais mis sur la gueule pendant des années et des années. Et il suffit de revoir sur YouTube quelques vidéos de leur match pour s'en convaincre, mais qui ont un respect, une estime l'un envers l'autre qui est extraordinaire. Et tu as raison, les larmes de Rafael Nadal lors de la retraite de Federer, c'est peut-être finalement le plus beau moment de cette cérémonie. Parce que Federer pleure pour son adieu au tennis, bon, j'ai envie de dire, c'est triste, mais d'une certaine manière, c'était attendu. Que Rafael Nadal fonde en larmes, d'ailleurs, il l'a dit dans une interview juste après, il a dit, c'est une part de moi qui s'en va. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça aussi que ça rejoint la figure du mythe, parce que souvent, les héros, il y a un héros, il y a un rival aussi. Et il faut un rival pour construire le héros. Et donc, je pense que Nadal et Federer, de ce point de vue-là, se sont très bien trouvés. Eh bien, ce sont 2 maîtres Jedi qui se sont bien trouvés. L'un est un peu plus Yoda, mais beaucoup moins vert et beaucoup plus grand, c'est Roger, parce qu'il est un petit peu plus âgé. Et je dis bravo à Rafa lorsqu'il prendra sa retraite. Et merci à toi, Fred, c'était absolument passionnant. Franchement, masterclass. Bon, ça doit être la 12 000e fois que je le dis. Et sachez-le, Fred ne m'a pas donné d'argent pour que je le dise. Je confirme. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre un Roger Federer de la communication. Vous avez une première partie de notre entretien qui était la semaine dernière, mais je ne sais pas quand sera diffusé cet épisode-là, mais vous verrez que nous parlons d'écriture. Et puis il est fort probable que Fred revienne justement pour vous expliquer comment on écrit un discours pour un VIP, que ce soit un politique ou un très grand patron, mais uniquement si vous êtes sage. Donc, quand on entend un homme aussi formidable, un badass, comme ça, on met 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, on s'abonne. Et Fred, j'ai envie de te dire que tu es chez toi dans le décodeur de la com, c'était tout simplement passionnant. Un grand merci à toi. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Ciao, ciao.